Je suis artiste, reggaeman. J'aime bien qu'on m'appelle africain d'origine ivoirienne. Voilà, j'ai vécu au Mali, je fais du reggae depuis quelques années. Et le reggae a toujours rimé avec la politique. Donc voilà, comme j'ai des chansons engagées, j'ai souvent des soucis avec les gouvernants. J'ai envie de continuer le combat que Bob Marley a commencé. Voilà, prendre la parole pour les sans-voix. On a l'impression qu'ils sont au-dessus. Rastafari. Bonjour Tiken Jah Fakoly. Bonjour Valérie. Je suis sûre que tu es ravie d'être avec nous sous la pluie à Paris. Moi, je suis ravie en tout cas de ton retour dans le Paris des Arts, toi qui es un roi du reggae francophone. Mais cette année, pas de batterie, pas de basse, qui sont pourtant les colonnes vertébrales du reggae. Tu nous livres un album acoustique. J'ai vraiment hâte que tu nous expliques pourquoi. Mais d'abord, je vais aller faire un petit tour au jeu de paume. Tu m'attends? Ok. À tout de suite. À tout de suite. My justice, réveille-toi. Oh, justice. C'est une rétrospective d'une ampleur inédite en France. 140 photos permettent de suivre les pas de Tina Modotti, de son Italie natale à la côte ouest des États-Unis, en passant par le Mexique avant son retour en Europe. On va découvrir l'œil acéré de cette militante infatigable à l'âme révolutionnaire, morte prématurément d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans. Donc là, ce sont des portraits qui ont été pris par Edward Weston, son amant. Je crois que c'était son mentor. Oui, c'est lui qui l'a initié à la photographie à la fin des années, au début des années 1920. C'était un grand photographe d'art américain de la côte ouest. Elle a d'abord été son modèle, puisqu'elle était mannequin à l'époque. Elle posait pour des photographes et des peintres d'ailleurs. Elle était aussi actrice. Ça a été, sinon un coup de foudre, voilà, une amitié qui s'est transformée en véritable relation amoureuse. Et Weston l'a beaucoup photographiée. Au cours des séances, elle s'est intéressée à la photographie, à la technique photographique, au studio photographique, à comment on faisait un portrait. Et c'est ce qui l'a amené petit à petit à, de modèle, devenir muse et puis après véritablement photographe. Dès son arrivée au Mexique, elle s'est beaucoup intéressée à la cause des femmes. Là, évidemment, on est face à une icône révolutionnaire. La composition de cette photo, elle n'est pas anodine. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une de ses photographies les plus engagées, les plus symboliques, une de celles qui, d'une certaine manière, résume le mieux son travail. Je ne vais pas parler d'art, parce qu'elle-même était très réticente à parler d'art pour son travail. C'est une femme qui porte un drapeau. Ce qui est étonnant, c'est d'abord d'essayer d'incarner un idéal révolutionnaire, le rouge dans du noir et blanc. Donc c'est une image qui a été beaucoup publiée à l'époque dans les revues mexicaines liées au Parti communiste, puisqu'elle a rejoint le Parti communiste cette même année. Elle s'intéresse aux femmes, elle s'intéresse aussi très vite aux plus démunis. Son appareil photo, dès qu'elle est au Mexique, devient une arme pour la lutte des classes. Dès 26-27, Weston quitte le Mexique, il se sépare et vraiment elle s'autonomise, elle va changer sa pratique, elle change d'appareil photo et elle va dans la rue. Elle va en effet s'intéresser, comme elle le dit, au peuple mexicain et au peuple mexicain le plus démuni, dans une perspective évidemment de militante. C'est très vrai. Pour elle, les images n'ont de réalité ou de vérité que si elles servent finalement à transformer la vie. Vous l'avez dit, le combat politique est au cœur de sa photographie. Là, ce cliché, c'est une allégorie. On a la faucille, les cartouches. Et puis cette guitare, qu'est-ce qu'elle symbolise, la guitare? La faucille, c'est évident, c'est la révolution et c'est la révolution qui vient d'Union soviétique à l'époque.
La cartouchière, c'est la référence à la Révolution mexicaine. Et puis la guitare, c'est d'une certaine manière la poésie et le peuple mexicain. Puisqu'on est au Mexique, tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission, on va aller voir un spectacle qui est consacré à Frida Kahlo. Est-ce qu'elle côtoyait la célèbre peintre et son époux? Oui, elle côtoyait Frida Kahlo, elle côtoyait Diego Rivera. Elle était très influencée par les fresques de Diego Rivera. C'est Diego Rivera qui l'a fait entrer au Parti communiste. Donc voilà, il y avait véritablement entre Diego Rivera, entre Weston, entre Modotti et d'autres, une vraie communauté d'intérêt et de passion. Quand nous serons unis. Tiken, un nouvel album de reprise de tes grands standards en acoustique. On y entend évidemment tes coups de gueule, des coups de gueule qui sont nombreux depuis 30 ans pour défendre l'éducation, la démocratie, la justice. Tu l'as souvent payé cher. Tu as été menacé dans ton pays natal, tu as dû le quitter, la Côte d'Ivoire, pour rejoindre le Mali. Tu as également été expulsé du territoire sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de déranger? Oui, je pense que je dérange toujours. Je suis interdit de séjour, je suis expulsé, mais je suis toujours là. Et puis bon, j'ai encore des occasions d'aller dans ces pays, puisque ceux qui m'ont expulsé ou qui m'ont interdit de séjour ne sont plus au pouvoir. Voilà, je pense qu'il vaut mieux être un artiste qu'un président. Éveiller les consciences, ça a toujours été extrêmement important pour toi, te battre pour la démocratie, la justice, l'éducation. Qu'est-ce qui te semble plus urgent aujourd'hui comme cause à défendre? Ce qui me semble plus urgent aujourd'hui, c'est l'unité africaine. L'Afrique gagnera tous les combats une fois unie. Voilà, même si je sais que ça va être compliqué de mon vivant, mais c'est important d'en parler parce que pour moi, aucun pays africain ne s'en sortira tout seul. Quand il y a des grandes décisions à prendre dans ce monde, c'est les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, alors que l'Afrique, c'est le plus grand continent, c'est l'un des plus riches. Donc le combat le plus important pour moi, c'est de parler d'unité, de parler de l'importance de cette unité-là. Et de créer donc les États-Unis d'Afrique. Exactement. Le choix de l'acoustique pour ce nouvel album n'est pas anodin. On entend mieux ta voix, on entend mieux aussi tes paroles, donc ton message. Oui, exactement. Ouais, moi, j'avais toujours envie de faire un album acoustique, parce que j'ai grandi avec cette musique-là. Moi, j'ai grandi dans un petit village de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Béléban, dans le nord. Et donc, mon père, il écoutait beaucoup de musique venue de la Guinée, du Mali, donc des musiques, voilà, où il y avait du balafon, de la chorale, le ngoni, etc. Donc, j'ai grandi avec ça. Et puis, l'album acoustique, ce qui est intéressant, c'est que il y a une grosse prise de pouvoir par la voix, c'est-à-dire le message qui est très important pour moi est mieux, je pense qu'il est mieux expliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de mes fans qui vont se dire j'ai écouté l'album reggae, mais je ne savais pas que c'est ce qu'il disait en fait. Avec l'album acoustique, je comprends mieux. Pour ton duo avec Mathieu Chédid, pourquoi est-ce que tu as choisi le titre « Ouvrez les frontières » ? C'est un titre très important de cet album. Le sujet est encore d'actualité, même si c'est très sensible. Donc j'avais envie d'avoir un gars comme Mathieu pour venir appuyer ce message. Ou bien aussi, je savais que le son de sa guitare va forcément apporter quelque chose à ce morceau. Donc voilà, on a le résultat qui est super bien. Il y a un titre inédit dans cet album qui est « Arriver à rêver ». Tu trouves que c'est compliqué de rêver de nos jours ? Compliqué de rêver de nos jours, mais bon, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir parce que moi je me réfère toujours à l'histoire ou au passé. Je pense que dans le passé, peut-être il y a 200 ans, où il y a eu des périodes difficiles comme la nôtre et j'espère que ça va passer, qu'il y a une autre période où il fera
mieux finalement va arriver. Mais effectivement, c'est difficile aujourd'hui d'arriver à arriver. L'écologie, c'est l'un de tes combats. L'éducation aussi. Je t'ai souvent entendu dire que l'Afrique grandira par et grâce à l'éducation. Est-ce que tu continues de construire des écoles? Oui, je pense que c'est l'éducation qui va changer l'Afrique complètement. Parce que sur ce continent, les gens continuent à voter pour des t-shirts. On continue à voter parce que le candidat vient du même village que nous, etc. Et donc, voilà, j'ai créé une association il y a quelques années. Nous avons construit 6 écoles, 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire, un collège au Mali, une école primaire en Guinée, une école primaire au Niger et une école primaire au Burkina Faso. Et mon rêve, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain. Quand la majorité des Africains saura lire et écrire, les gens vont poser des questions. Ils vont réclamer un programme au candidat. Et puis, lorsque le candidat n'aura pas respecté son engagement, ils seront là aux prochaines élections pour le sanctionner. Je pense que c'est comme ça que les choses peuvent avancer, peuvent changer. L'unité géographique des États-Unis d'Afrique. On s'en sortira tous ensemble. On reconstruira tout ensemble. On se retrouvera tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. On part à présent à la rencontre de la comédienne et chanteuse Elena Nogueira qui, le temps d'un spectacle sur la scène de la Scala, se glisse dans la peau de Frida Kahlo. Elle partage avec le public les lettres que la célèbre peintre mexicaine a adressées à ses proches. Une correspondance qui retrace la trajectoire hors norme d'une femme amputée dans sa chair, dans son corps, une grande icône du féminisme. Bonjour Elena. Bonjour Valérie, ça va? Ça va très bien, on vous dérange en plein maquillage? Ouais, mais je termine. Ah, Ça y est, je suis tout à vous. Elena, dans quelques heures, vous allez enfiler la robe mexicaine de Frida Kahlo, vous draper dans son foulard, mettre sa coiffe. Comment vous vous préparez à incarner ce rôle, celui d'une femme peintre extrêmement connue, qui est devenue l'une des peintres les plus connues au monde? Je joue pas vraiment Frida Kahlo, je passe par ce que j'espère être une évocation. Je veux pas être Frida Kahlo. Je traverse un peu avec quelques éléments qui sont connus d'elle. J'essaye d'évoquer son existence. Qui l'aurait cru, moi, la gamine maladroite, la noiraude aux sourcils broussailleux, l'éclopée, j'ai retenu l'attention du plus grand peintre du Mexique, Diego Rivera. Vous dressez le portrait de Frida Kahlo en 3 temps, la femme blessée, l'amoureuse, la militante. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez elle? Tout mélangé. En fait, ce que j'en découvre, c'est le portrait d'une femme qui a envie d'être heureuse quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse jamais totalement accabler. Donc, tout est accablant. C'est-à-dire ce premier accident à l'âge de 16 ans où elle a la colonne vertébrale brisée. Et pareil comme amoureuse, c'est-à-dire qu'elle commence son histoire d'amour avec Diego Rivera, un peu comme sans doute à l'époque les femmes entraient dans la conjugalité, c'est-à-dire qu'elle le suit partout, elle se met un peu en sourdine, elle n'a pas forcément l'ambition de devenir peintre, elle peint un peu parce qu'elle s'ennuie, et puis il va la tromper, et puis il va la délaisser, et elle va être accablée un moment, et puis très vite, elle va quand même alors prendre des amants également, et les aimer follement aussi, et leur écrire des lettres d'amour folles, et puis elle va avoir des maîtresses, elle va essayer les femmes aussi. Il y a toujours cette volonté de profiter de la vie et d'en faire quelque chose de joli, quoi qu'il arrive. Et ça me parle beaucoup. J'aime bien cette force. Mon Diego, mon amour, mon mari, me trompe avec ma sœur Christina. Il ne s'en cache nullement. Je n'avais jamais autant souffert. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état je suis et je sais qu'il me faudra des années pour faire le ménage dans ma tête. Vous avez parlé de cette douleur consécutive à cet accident de la route. Cette douleur, elle aurait pu l'écraser. Oui. Toute sa vie, elle a essayé, non pas de la sublimer, mais en tout cas de la traverser, de la transcender. Est-ce que c'est présent dans sa correspondance? Oui, c'est très présent. On sent qu'elle
qu'elle veut vivre. Il y a même une phrase, alors c'est pas exactement celle-là, mais que je trouve très jolie parce qu'il y a une petite subtilité. Il ne faut pas quitter ce monde, cette vie, sans lui avoir donné un peu de bonheur. Et je trouve ça joli de se dire qu'en fait, c'est nous qui allons lui donner du bonheur. C'est toujours cette manière de pouvoir prendre du recul et d'essayer de trouver un peu d'air. Mon Diego a eu une idée de génie. Il va faire monter mon grand lit à baldaquin dans l'ambulance et j'apparaîtrai ainsi couchée, parée telle une jeune mariée au milieu de mes tableaux. Je porterai ma plus belle robe d'indienne et mes grandes boucles d'oreilles. Ce seront mes adieux à la vie. Bonjour. Salut Léna. Ça va? Ça va, oui, et toi? Salut. Je suis ravie, vous allez pouvoir nous interpréter une petite chanson parce qu'il y en a dans ce spectacle. Oui. Un petit extrait? Un petit extrait. Avec plaisir. Avec joie. Y haciendo yo, cantando aún mis penas, queriendo que me amas hasta mi soledad. Y así que yo te quiero, que quieres que te cante. Por eso me quedo, ay, 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 hasta el final. Bravo, on se quitte sur cette note magnifique. Et puis on va vous retrouver sur scène dans quelques minutes. Génial. Merci À tout de beaucoup. suite. Merci. Il paraît que j'ai inventé mon propre langage et que de la douleur, j'ai su tirer ma force.